La structure dont on va parler aujourd'hui est née en 1996 à la suite de l'inaction des forces de l'ordre après une violente agression homophobe. Concernant certains acronymes et noms de structures, un lexique est disponible en description de cet épisode. Notez également que cet épisode va faire mention de violences envers les personnes et les lieux queer. Salut, c'est Sam, militant queer en association depuis plusieurs années déjà, mais surtout militant depuis toujours, au fin fond de ma chair. Et aujourd'hui, dans le 4e épisode de Nos lieux et nos luttes, on vous raconte l'histoire du centre LGBTQIA+ de Reims, Execo. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2024. C'est la première fois qu'on a deux invités sur le podcast Nos lieux et nos luttes. Je suis donc avec Samuel Tarcy, président actuel de l'association Execo et membre du conseil d'administration par le passé, et avec Christian Ruiz, qui est à l'heure actuelle adhérent à l'association, mais qui a occupé plusieurs fonctions au sein de l'association au fil des années. Donc merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de l'histoire d'Execo. Execo, c'est ce nom-là depuis le début, depuis l'année de la création en 1996. D'après les archives que j'avais pu trouver, c'était pas le premier choix de notre président fondateur, et le choix du premier conseil d'administration qui trouvait que Execo était un nom qui renvoyait cette notion effectivement de lutte pour l'égalité. Mais je sais que c'était pas le premier choix de notre président fondateur. Enfin, en tout cas, ça s'appelle Execo Depuis le début. 1996 donc, une personne qui allait devenir le président fondateur de l'association par la suite se fait agresser dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y avait eu des incidents sur un lieu de drague, je crois, et il était allé à la police pour expliquer ce qui s'était passé, et puis il s'est fait virer carrément. Humilié même. Humilié, oui. Donc c'est là qu'il a décidé de créer un groupe. Il a demandé à 3 ou 4 personnes, il devait être 5, 6 au début, pas plus, de l'aider à créer une association. Donc, à la suite de cette agression, il se tourne d'abord vers l'association Aide qui refuse de l'aider. Aide a refusé en avant le fait que les LGBT-phobies, c'est pas leur objet premier. Du coup, Anthony s'est tourné vers l'inter-LGBT qui existait déjà à l'époque. Et l'inter-LGBT s'est tourné vers une association locale. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'asso local. Donc, l'inter-LGBT a dit, écoutez, si vous voulez créer votre association, nous, on vous aidera à la construire, en fait. Vous l'avez donc compris, à la suite de ces événements, Execo se met à exister en tant qu'entité associative. Mais que se passe-t-il ensuite pour que l'association trouve ses locaux à l'heure actuelle au 25 rue du Jard, à Reims ? Les réunions se faisaient chez l'un des adhérents. Puis on a réussi à louer un appartement, puis un autre, avant d'arriver finalement dans le local où on est installé maintenant, dans lequel on est depuis une bonne dizaine d'années. Il est en centre-ville et il est plutôt bien situé au niveau du centre-ville. Comme on pourrait dire, notre bailleur, c'est le Grand Reims en fait. Il y a une autre pièce qui nous sert de bureau, il y a une cuisine et il y a aussi un grand débarras. On est très très à l'aise, 120 mètres carrés. Oui, on a 120 mètres carrés de local en tout, considérant l'ensemble des pièces en fait. Les biscuits roses de Reims, ça vous dit quelque chose ? Mais quel lien avec l'association Execo ? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie 2 de cet épisode. Qui fait Execo et que fait Execo ? Alors, comme vient de le dire Christian, on a une très grande pièce qui nous permet de faire accueil initiatif tous les vendredis soirs actuellement. On peut faire aussi des accueils d'événements artistiques. On a régulièrement qui viennent se produire. On a aussi parfois des performances drag
ou de l'effeuillage burlesque au local. Donc, on a quand même suffisamment de place pour ça. Une seconde pièce qui sert de bibliothèque et de bureau, en fait, parce que on a depuis avril 2023 notre première salariée qui est, donc c'est globalement c'est la semaine, c'est le bureau des salariés, ou bureau où on fait des accueils individuels quand on accompagne par exemple des personnes qui sont LGBTI+, ou des personnes qui ont besoin d'un accueil pour des thématiques spécifiques, soit parce qu'elles ont été ciblées par des agresseurs, soit parce qu'elles se sentent en difficulté dans leur coming out ou dans leur reconnaissance en tant que personne LGBTI+. Au début, le public était presque exclusivement gay. Dans les années 96-2000, il y avait quelques lesbiennes, mais très peu. On est arrivé pendant plusieurs années à une quasi parfaite égalité entre gays et lesbiennes. Et enfin, on a commencé à s'intéresser à la problématique trans. Et je dirais que maintenant, un tiers qui se déclare gay, un tiers qui se déclare lesbienne, puis un tiers qui se déclare transgenre. La thématique devient visible, ce qui n'a pas été le cas pendant très très longtemps. En fait, d'une manière globale, il y a toujours eu des groupes thématisés qui sont portés par des bénévoles et qui, je dirais, sont le reflet des préoccupations des personnes qui fréquentent l'association à un instant T en réalité. Donc, pendant très longtemps, il y a eu un groupe lesbienne, pendant très longtemps, on a eu un groupe jeune, on a eu pendant quelques temps un groupe senior, pendant quelques temps, on a eu un groupe sur des personnes trans, puis à destination des personnes en questionnement de genre. Donc, ça a regroupé les personnes trans ou les personnes queer d'une manière un peu plus générale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on les personnes, on dirait qu'ils ont davantage envie de se retrouver sur des thématiques transverses que sur des groupes de soutien de type père et danse. Du point de vue transverse, on a actuellement, les gens ont tendance à se retrouver autour d'événements culturels, comme par exemple les rendez-vous cinéma qu'on peut donner mensuellement, ou encore des permanences, mais des permanences. Donc on a des permanences en semaine qui sont portées par les salariés et les permanences associatifs le vendredi soir, qui sont relativement fréquentées. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus les demandes des personnes d'avoir des groupes dédiés comme ça sont actuellement en tout cas en train de s'essouffler. On a plutôt des envies de se rassembler autour de sujets communs. Là, on voit bien, par exemple, on a un groupe poli qui existe depuis plusieurs années à Execo, et le référent du groupe poli nous dit qu'il sent que son groupe est en train de s'essouffler, il a du mal à se renouveler, il a du mal à satisfaire les attentes de ce public. Ok, donc une volonté, voilà, ouais, plutôt de se mélanger en ces temps-là et moins d'être en non-mixité ou des choses comme ça. Eh ben, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai là tout de suite maintenant. Peut-être que dans 6 mois, ça me fera mentir. Mais tout de suite maintenant, où je parle, c'est le constat que je suis en train de faire. Chaque année, au mois de novembre, pendant une semaine à peu près, donc on a un festival qui, paraît-il, est assez spécifique dans le milieu LGBT. Donc on a du cinéma, on a du théâtre, on a des lectures, des moments festifs. C'est très varié en général. Alors parfois il y a un thème bien précis, et puis parfois non, c'est très éclaté dans différents lieux de la ville. Donc c'est les Biscuits Roses, c'est ça, ce festival-là? Oui. D'accord. Un jeu de mots sur les biscuits roses de Reims. On a même été sollicité l'accord de la maison Fossier pour pouvoir fabrique les biscuits roses. Voilà, qui fabrique les biscuits roses, pour pouvoir utiliser ce nom très proche pour consolider le fait que ça n'a pas été un problème. Pour consolider le fait que on instituait bien ce nom-là et que ça ne créait pas de difficulté de la part d'une marque commerciale qui aurait pu se sentir détournée dans leur appellation. J'ai vu qu'il y avait aussi un volet prévention. Oui. À Execo. Donc en quoi ça consiste ce volet prévention? Au départ, la prévention se faisait sur les lieux de drague à Reims, les lieux de drague gays, où un groupe de volontaires bénévoles rendaient avec des préservatifs, avec du café, pour discuter sur place de la prévention. Petit à petit, c'est l'association Aide qui a pris complètement le relais. On accueille des temps permanents au local de Aide et du Cégide. Oui, c'est vrai. D'accord. Au moment de la marche des fiertés, on constitue un village de prévention santé, oui, c'est vrai. Auquel est invité donc Aide, le Cégide, SOS, le planning familial et le CARUD, évidemment,
Donc après, ils s'en saisissent ou ils s'en saisissent pas. Alors, nous constituons ce village santé, malgré tout. On essaie, tant que faire se peut, d'être dans une démarche de réflexion autour de la prévention et notamment de risques nouveaux qui peuvent émerger, notamment par le biais des transitions avec le fait que les kits d'injection sur des publics qui parfois sont précaires peuvent constituer des risques avec des prêts de seringues ou des façons de s'injecter des produits qui ne sont pas adaptés à la santé. Donc, on a tout un travail de réflexion et on est impliqué dans un travail d'enquête, j'ai envie de dire, avec le Corps EVI Grand Est. Et on est le relais auprès des associations LGBT étudiantes pour ce qui concerne les dispositifs internes et externes de protection pour les rapports sexuels. Ouais, les préservatifs internes, externes, le gel, le matériel de réduction des risques de manière générale. J'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire, parce que ça c'est un peu unique. Est-ce que vous avez eu des retours d'usagers, d'usagères justement concernant cette question des seringues? Comment ça s'est créé ce groupe de travail? Alors moi je suis un homme trans et c'était d'abord sur le premier constat de moi-même en disant mais quand même c'est bien pénible de devoir sans arrêt payer et j'ai bien de la chance d'avoir les moyens de le faire. Donc ça a été déjà mon premier constat à moi et j'avais créé sur Execo le groupe qui s'appelle Genre en question, au travers duquel j'ai pu rencontrer des trans qui se trouvent parfois en situation de précarité financière et pour qui moindre euro va compter en réalité. Et j'ai bien senti que il pouvait y avoir un risque en santé concernant la prise des traitements et puis d'une manière plus générale d'accéder à des professionnels de santé qui sont en mesure de nous accompagner dans de bonnes conditions concernant notre santé de par notre transition. Donc ça a été le premier constat. Comme on est partenaire, on a une convention d'objectifs avec Aide, j'ai proposé à Aide qu'on réfléchisse ensemble et il s'est avéré peu de temps après que le coordinateur du lieu de mobilisation concerné me dit mais justement je commence à avoir des demandes en fait pour fournir des kits d'injection et on a fait le lien avec le CARUD et le CARUD n'a pas des aiguilles permettant des injections intramuros. Et du coup on s'est dit on va essayer d'aller un peu plus en profondeur sur la thème. C'est peut-être juste un épiphénomène ou c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. C'est là qu'on s'est mis en lien avec le médecin coordinateur du Corps EVI Grand Est pour essayer de réfléchir à comment faire un diagnostic concernant le rapport des personnes trans avec les milieux de santé. Voilà. J'ai rencontré des personnes, plutôt des personnes trans féminines, qui me parlaient également du fait que les injections pour les femmes trans ne sont pas remboursées, ne sont pas prescrites et qu'il y avait toute une réflexion de leur part en tant que personnes concernées autour de ça dans différentes villes aussi. Et effectivement, pour les personnes trans féminines, les traitements injectables ne sont pas à disposition du marché français. Ils le sont sur d'autres pays européens, mais pas en France. C'est d'autres types de molécules qui sont diffusées à l'heure actuelle. Comme l'évoquait donc Samuel, le centre LGBTQIA+ Execo de Reims a mis en place un groupe de travail et de réflexion par et pour les personnes trans autour des traitements hormonaux et plus principalement des injections, notamment de l'utilisation de matériel stérile. Un petit point de vulgarisation rapide donc sur les traitements hormonaux en France à l'heure actuelle pour les personnes transgenres. À l'heure actuelle, pour une transition hormonale, que ce soit pour les personnes transmasculines ou transféminines, plusieurs méthodes sont possibles. Les deux plus connues sont le gel et les injections. Cependant, les personnes transmasculines et les personnes transféminines ne sont pas logées à la même enseigne au niveau des lois et de l'accessibilité à ces méthodes hormonales. Pour les personnes transmasculines, le gel n'est cependant pas remboursé par la sécurité sociale. En ce qui concerne les injections, deux solutions sont possibles à l'heure actuelle, l'androtardil avec une injection toutes les 2 à 4 semaines et le Nebido avec une injection tous les 2 à 3 mois, mais qui n'est pas encore remboursé. Pour les personnes transféminines, seul le gel est remboursé et accessible en France. Depuis quelque temps, il n'est plus possible de se procurer en pharmacie en France les produits nécessaires à faire les injections pour les personnes transféminines. Cependant, à travers la France et dans d'autres pays où la situation peut être similaire, des groupes de réflexion ont pu être menés par différentes personnes concernées pour pouvoir quand même avoir accès au traitement.
Bien qu'à l'heure actuelle, tout cela soit soumis à la complexité des lois, il est nécessaire que les personnes concernées puissent mener ces groupes de travail pour que toute méthode soit gratuite, accessible, remboursée, et que la personne qui choisit une des méthodes puisse y avoir accès librement, comme elle l'aura décidé, avec la méthode qui lui convient. À noter également que tout traitement hormonal de substitution ne concerne pas uniquement les personnes transgenres, contrairement à ce que peuvent s'imaginer les opposants à ces questions dans l'imaginaire collectif, mais sont le plus souvent prescrits pour les personnes cisgenres ayant un déséquilibre hormonal. Et c'est là qu'on voit aussi que les arguments des personnes transphobes sont sur la question médicale, entre autres, extrêmement contradictoires, parce que, comme je le disais, ça va plutôt être des personnes cisgenres qui ont accès à ce traitement, personnes cisgenres dont la vie n'est d'ailleurs le plus souvent pas du tout menacée par ces déséquilibres hormonaux, mais qui souhaitent tout de même avoir accès à ces traitements pour ne pas avoir de caractéristiques physiques qui pourraient ne pas leur faire ressembler au genre dans lequel ils s'assignent, donc leur genre de naissance. Et c'est là que la contradiction est importante, parce que quand ce sont les personnes trans qui demandent à avoir accès à ces traitements, ça leur est reproché. Cependant, quand ce sont des personnes cisgenres qui pour les mêmes raisons veulent avoir accès à ces traitements, là, la question n'est plus évoquée de la même manière. Et là aussi, quand je vous disais que la vie de la personne cisgenre n'est en général pas menacée par le dit déséquilibre hormonal, pour les personnes transgenres qui demandent à avoir accès à ce traitement pour se sentir au mieux dans leur genre, là, souvent, c'est une question de vie ou de mort. Parce que si la communauté transgenre a un taux de suicide qui est 7 à 8 fois supérieur à celui du reste de la population, c'est à cause des discriminations qui peuvent être subies dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, et aussi les discriminations qui peuvent être subies dans le milieu médical, et le fait de freiner l'accès au THS en fait partie. Du coup, au niveau des bénévoles et des salariés, du bureau du CA aussi, comment ça a évolué à travers le temps au niveau numérique, le nombre de personnes? Le CA de l'association, depuis l'origine, est de 5 à 12 membres, administratrices, administrateurs, et puis aidés par des bénévoles. Alors les bénévoles, c'est très variable, ça peut aller de, 5 à 30, mais c'est toujours un problème, les bénévoles. On a toujours du mal à mobiliser des gens, à ce qu'ils se tiennent à faire quelque chose. En ce qui concerne les salariés, ça c'est très récent par contre. Donc les salariés, effectivement, c'est assez récent. En fait, c'est suivant un projet qu'on a imaginé au sein d'Execo, qui est un petit peu atypique, un petit peu innovant, qui n'existe pas trop ailleurs, et il s'agit de développer ce qu'on appelle un centre ressources LGBTI+. D'accord. Donc l'objet du centre ressources, c'est un lieu qui va pouvoir donner de l'information et de la sensibilisation auprès des professionnels qui vont accueillir du public. On va pouvoir aussi donner de l'actualité, assurer une veille juridique, en tout cas répondre aux questions des professionnels qui sont parfois en difficulté ou qui vont pouvoir parfois, sans le vouloir, discriminer simplement par méconnaissance, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce sujet-là, mais qu'en même temps, ils n'ont pas de tact, ils n'ont personne à qui poser les questions. Oui, tout à fait. Plutôt de la maladresse, mais qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Ouais. Tout à fait. Donc, le premier axe vise, en fait, à être un support, si vous voulez, des professionnels qui exercent dans tout domaine. Hein. Ça peut être des personnes qui accueillent à la CPAM, sans agent de la CPAM. Donc, ça peut être des agents de la CPM, ça peut être des agents de la ville, ça peut être des agents de Pôle emploi ou de France Travail maintenant, mais Pôle emploi mission locale. Mais ça peut être aussi des établissements sanitaires ou médico-social, comme par exemple des foyers d'accueil médicalisés, des IME. Enfin voilà. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça vise à offrir un accompagnement, on va dire, à des personnes qui sont concernées par la thématique LGBTI+. Mais le premier travail, ça va être d'identifier quel est le niveau d'autonomie de la personne à conduire la mise en œuvre en fait de ce dont elle a besoin, pour qu'ils ont juste besoin d'avoir des noms et d'être mis en contact avec la bonne structure dans la ville. Et puis il y a des personnes, même ça va être difficile parce que il y a des traumatismes, parce qu'il y a des peurs, voilà, tout ça. Et donc si la personne elle est tout à fait, elle a juste besoin qu'on déverrouille un petit peu les choses, qu'on les mette en relation. Là pour le coup on a tissé un maillage au niveau du territoire
grâce notamment au premier axe qui est de soutenir les professionnels. Donc, on a tissé ce maillage territorial où la personne a besoin vraiment d'un accompagnement plus soutenu. Et dans ces cas-là, on va avec elle sur différents rendez-vous pour lui permettre, par exemple, d'accéder à un logement ou d'accéder à l'ouverture de ses droits sécurité sociale ou que sais-je. Le troisième, qui a toujours été conduit par l'association, qui vient d'être consolidé par le service, ça va être tout ce qui est lié à la visibilité. Donc, ça va être la conduite de forums, ça va être des stands, tout ce qui va promouvoir en fait l'image des personnes LGBTI+ de manière positive. Et le dernier axe, qui lui a plus de mal à se mettre en œuvre parce que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les ressources en interne pour pouvoir le conduire. C'est un observatoire des discriminations qui vise à vérifier l'évolution en réalité de l'état des discriminations sur notre territoire, en sachant que il n'en existe pas à l'échelle de la Marne, mais pas plus à l'échelle Grand Est. Et là, pour le coup, j'ai pu échanger avec la délégation régionale du défenseur des droits, de la défenseur des droits, pardon, et elle a bien pu confirmer qu'effectivement, il n'y a aucun travail qui a été fait autour de l'évolution des discriminations sur notre territoire. Et c'est ce pourquoi, en fait, on a recruté des personnes. Là, donc, du coup, si je comprends bien, c'est en train de se mettre en place, c'est ça? Il y a des axes qui sont déjà mis en place, que tu m'as cité, oui. Et le dernier axe qui est en train de se mettre en place. C'est ça, qui lui, pour le coup, de très particulière. On est l'observatoire, on est sur un pôle recherche en réalité. Ça fait vraiment des compétences très spécifiques. Donc, je pense qu'il va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre, au fur et à mesure, et au gré des compétences qu'Execo peut rencontrer dans sa vie associative. En réalité, on a parfois des enseignants-chercheurs qui viennent à nous et qui nous proposent du travail bénévole, et on profite de leurs compétences justement pour faire avancer le dossier de l'observatoire. La légende dit que la ville de Reims aurait été créée par Rémus, le frère fondateur de la Rome antique. Aujourd'hui, comment la ville de Reims intervient dans la vie associative de l'association Execo? Et qui sont ses autres partenaires? Alors, institutionnel, pour le coup, on a alors, je vais partir de la plus petite unité vers la plus grande. Donc, on a plusieurs villes. On a la ville de Reims, avec la communauté d'agglo du Grand Reims. On a la ville de Châlons-en-Champagne, la communauté Agglo-Champagne. On a régulièrement, on a le département de la Marne. On a la région Grand Est, notamment sur les affaires culturelles, également. On a la préfecture de la Marne, l'ARS, la DILCRA, et puis évidemment le ministère de l'égalité, qui est notre ministère de tutelle. C'est aussi ce qui finance le centre ressources, ce qui va financer aussi notre fonctionnement. La ville de Reims, par exemple, est au niveau local le plus grand contributeur au fonctionnement de l'association. Du point de vue de la santé, tout à l'heure, j'ai cité les partenaires habituels. À qui on va proposer des temps conjoints, soit sur des grands moments de visibilité comme la marche des fiertés, sur des événements du calendrier qui appellent une mobilisation plutôt en santé. On peut penser au 1er décembre par exemple. Ensuite, nous avons en partenaire les associations qui existent localement. Donc, il s'agit de Saga, qui est une délégation, une antenne de Sciences Po à Reims. Égayons-nous. Alors aujourd'hui, il y a que ces deux écoles-là qui ont des antennes LGBT, des antennes LGBTI+ dans leur structure. Les autres partenaires qu'on va avoir, ils vont être à versant nationaux, comme SOS Homophobie, avec qui on est adhérent mutuel. D'accord. On est souvent, on travaille rarement, par exemple, avec Vicose. On a déjà fait venir pour, par exemple, des journées organisées par Mycose sur la visibilité bi. Après, effectivement, nos partenaires sont aussi très liés aux membres de l'inter-LGBT et de la Fédé. En fait, nous, on est déjà membres de l'inter-LGBT et on a souvent travaillé avec les membres de la Fédé, notamment quand on a créé le petit document il y a quelques années, Si mon genre m'était compté. Ouais, il y a quelques années.
Et on avait travaillé ça en partenariat avec la fédération. Enfin bref, il y avait plusieurs membres. Ça arrive assez régulièrement en fait qu'on travaille en réseau. Je pense que pour l'association et ses adhérents-adhérentes, le fait que nous existons depuis 1996 est quelque chose cette histoire, comme l'a bien évoqué Christian, elle montre toute l'évolution de nos luttes. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et qui pour nous, enfin, il est important de valoriser cette évolution et valoriser que Execo est là et a participé aussi à ces luttes au niveau local. Hein, je pense qu'on peut dire ça parce que moi j'ai en tête quand on s'est fait virer des commémorations pour les déportés de la Seconde Guerre. Au début, on voulait pas qu'on y soit à ces commémorations. Oui, au début, la ville nous virait, oui. Il y a plein de petites choses comme ça en fait qui sont importantes et qui témoignent finalement de toutes les avancées et qui sont finalement extrêmement positives pour l'avenir. Si on continue, eh ben oui, on peut avoir des avancées dans nos droits et on ne se joue pas que de manière nationale. Mais ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Une dotation de notre collection a été faite il y a longtemps maintenant aux archives de San Francisco, les premières archives LGBT, puisque l'un des amis d'Execo était Gérard Koskovitch, Oui. Hein, qui vient régulièrement aussi sur Reims participer au festival, participer à la marche des fiertés dès qu'il le peut, et qui va pouvoir nous faire le plaisir de nous faire des conférences en français en plus parce qu'il a un très bon français. Donc ça c'est une grande chance ça qu'on a. Donc régulièrement quand il vient on lui donne les dernières sorties pour qu'il puisse mettre à jour les archives. Les archives, oui. Là cette année donc on a voté à la dernière assemblée générale extraordinaire une dotation partielle de nos archives pour les archives municipales, une autre dotation partielle pour le centre d'archives Paris. Et on garde une collection complète à Execo qu'on va essayer d'organiser, de structurer pour pouvoir peut-être réfléchir à faire des projets d'expo sur l'évolution de certaines luttes en réalité. Voilà. Pour valoriser tout ça, on a intégré Big Data parce que à l'intérieur donc il y a une partie archive, mais qu'il y a aussi une partie bibliothèque parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi une bibliothèque avec environ 1200 références et que l'idée c'est aussi de valoriser un petit peu et de donner accès l'intégralité des ressources que nous pouvons avoir à minima en consultation sur place. Est-ce que tu peux juste nous expliquer vite fait ce que c'est Big Data ? C'est donc porté par, si je me souviens bien, par Mémoire minoritaire sur Lyon, me semble-t-il. L'objectif, c'est de centraliser l'ensemble des bases bibliothèques des centres LGBT de France. Comme le référencement qui est fait sur la base Big Data est classique du point de vue du référencement des bibliothèques, ça permet aussi de pouvoir avoir un partenariat avec les bibliothèques municipales pour qu'ils puissent, pour que notre collection puisse être disponible en prêt vers ces bibliothèques municipales. C'est-à-dire qu'on puisse prêter à des personnes qui viennent par exemple à la médiathèque de Reims et que cette personne puisse avoir accès à notre catalogue et demander à ce que lui soit prêté tel ouvrage que nous avons dans notre collection. Voilà. Et donc Big Data nous permet de mettre cette mise en réseau et il y a un deuxième volet de leur projet qui concerne les archives. François, au parc Léo Lagrange en 2002. Paula, à son domicile en 2021. Retenez bien ces deux prénoms et évoquons ensemble la tragique histoire des violences LGBT-phobes dans la ville de Reims. Il s'agit de Paula qui a été assassinée à son domicile par la personne avec qui elle avait rendez-vous posé via un site de rencontre. Il s'agirait sans doute d'une personne qui assume pas forcément son orientation sexuelle et qui l'a agressée en fait après avoir eu un peu d'intimité avec Paula, qui a été qualifié immédiatement par le procureur de la République comme étant un meurtre en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la personne. D'accord, oui, donc ce caractère a été reconnu. Qui est relativement rare quand même.
Exactement. Et est-ce que la personne a été condamnée et de quelle manière, du coup? Alors, la personne a été arrêtée quasiment immédiatement. Depuis, donc, elle est incarcérée en attente de son procès. Et il s'est avéré que cette personne avait déjà fait une tentative de meurtre sur une autre femme trans quelques années plus tôt, pour lequel il était en attente de jugement. Donc, pour l'instant, le procès n'a pas encore eu lieu. Sans doute, il est sans doute attendu que la première ait été traitée par la justice avant que ne soit traitée l'affaire de Paula. J'ai vu aussi, comme je disais, en 2002, assassinat homophobe de François Chénu. Oui, c'est un jeune homme qui chez lui a traversé un lieu de drague. Des parents, je pense que c'est pas des parents qui n'ont jamais voulu reconnaître qu'il était sur un lieu de drague. Bref, il s'est fait agresser par 3 skinheads qui voulaient absolument, d'après leur dire, casser du PD ce soir-là. Donc ils l'ont jeté dans un étang où il s'est noyé. C'était vraiment un traumatisme incroyable pour nous tous. Puis on a toujours parmi. Les agresseurs ont été arrêtés assez rapidement et condamnés. Bon, à l'époque, au moment où je vous parle, ils sont libérés depuis longtemps et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai aussi vu qu'entre le 7 et le 18 juin 2023, il y a 3 hommes qui faisaient des guet-apens homophobes sur le site de rencontre Coco et qui ont été également condamnés récemment. Le meneur à 4 ans de prison, dont un avec sursis, les autres à 3 ans avec obligation de soins et de travail et d'indemnisation. Et aussi qu'un lycéen avait été victime d'une agression homophobe par 3 individus le 12 février 2024. Alors, on a plutôt tendance à dire qu'il y a une augmentation. Quand je discute, en tout cas, avec nos autres associatifs, j'aurais tendance à dire qu'il y a une augmentation. Par exemple, nous, on a une ligne d'écoute. Et sur cette ligne d'écoute, entre décembre et février de 2023 et février 2024, on a eu une dizaine d'appels nous indiquant des agressions par course-poursuite dans Reims et autour de Reims, en fait. Tant et si bien qu'on avait décidé au niveau du conseil d'administration, auprès de nos adhérents et adhérentes, pour leur signaler la plus grande prudence en ce qui concerne leur déplacement et parce qu'on avait eu ces retours massifs en fait de personnes qui les mettaient en danger, mais mettant aussi en danger les autres, puisque une course-poursuite en voiture, c'est sécuritaire pour personne. Alors on n'a pas eu de grands tags sur notre espace comme peuvent l'avoir vécu certains de nos amis en France, mais on a eu notre interphone qui a été éventré à coups de couteau et lacéré d'une dizaine de coups de couteau, sachant que l'interphone est en métal. Et c'était quand ça, du coup? Ça, c'était au mois de janvier, dans un contexte où en plus on avait un certain nombre de nos amis qui se faisaient pourchasser en voiture, quoi. Moi, j'ai eu un témoignage parce que une fois, c'est moi qui avais la ligne d'écoute pour une des personnes qui avait vécu cette pourchasse, et il était complètement paniqué. J'étais obligé de griller des feux rouges. J'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais pu me tuer moi. Enfin, vraiment, la personne était très très mal de ce qu'elle avait dû faire pour protéger sa vie. Au départ, Execo a été créé pour une non-réaction de la police, mais ça a énormément évolué. Et là, si on va trouver la police l'agression pour une raison quelconque, on est très écouté et très suivi. Il y a des rapports avec la police de Reims très bons. Ils sont très bons, d'autant plus qu'on a un agent de liaison. Oui. Donc, quand une personne vit ce genre de situation et que je recueille son consentement, je contacte l'agent de liaison. L'agent de liaison organise le rendez-vous pour le dépôt de plainte et il s'assure que la personne qui va recevoir la victime est sensibilisée et formée à l'accueil de victimes de LGBTI-phobie. D'accord. Du coup, c'est un dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années à Reims et qui est antérieur au dispositif de flag. Ok, donc des relations avec la police qui se sont améliorées au fil du temps et des accompagnements qui vous semblent plutôt corrects, quoi. Aujourd'hui, ils le sont et de toute façon, si à un moment donné, on a des doutes concernant cet accueil et qu'à nouveau, on a le consentement de la personne concernée, je peux tout à fait mobiliser des contacts internes qui peuvent venir soit refaire le dépôt de plainte, rétablir en fait la réalité du vécu de la personne, ou soit travailler sur le sujet plus en amont. Parallèlement à ça, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, on a parlé des partenaires. On a monté plusieurs partenariats aussi autour de la justice avec le CIDFF, parce que sur Reims aussi on a une maison des femmes qui permet de faire
qui permet de faire des dépôts de plainte délocalisés. Donc, il nous arrive de faire des accompagnements au dépôt de plainte, que ce soit à la maison des femmes ou au poste de police. Et le CDAD, donc le Conseil départemental d'action droit, avec qui on a aussi parfois des actions communes sur comment accéder au droit et c'est quoi être victime. Et nous aussi, on est point justice, donc on est habilité à délivrer des bons justice pour les personnes qui sont soit victimes d'une infraction, soit quand elles sont conditions de ressources, on peut leur délivrer un bon de consultation pour faire valoir leurs droits. Presque 30 ans d'existence, l'arrivée de salariés, un point justice, des archives à San Francisco. Du coup, pour Execo, c'est quoi la suite ? C'est ce que j'ai évoqué lors de la dernière Assemblée Générale au mois d'avril. Pour moi, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver une politique qui favorise la mobilisation des bénévoles. Toutes nos associations souffrent de la difficulté à mobiliser des bénévoles. On voit bien, il y a les assos LGBTQ, mais quand je discute avec d'autres associations, j'ai l'impression que c'est le cas d'un peu partout. Et donc la question, c'est comment être plus en phase en fait avec ce qui est possible pour aujourd'hui, avec la vie moderne en termes de mobilisation et comment le penser. Donc là, on a un groupe de travail autour de ça. L'idée, c'est véritablement de consolider le travail du bénévole parce que nos associations ne sont pas grand-chose si on n'a plus de bénévoles. Et le deuxième point qui est super important pour moi aujourd'hui, c'est de réussir à stabiliser et à pérenniser en fait le centre de ressources LGBT+, qu'on commençait à déployer en 2022 et qui pour l'instant ne fonctionne que sur des financements non pérennes, ce qui est pas du tout sécurisant ni pour notre activité sur le territoire, ni les salariés qui nous font quand même un travail extraordinaire sur le terrain, faut le dire. Enfin, je veux dire, ils sont le prolongement de l'activité bénévole qui existe depuis 1996 à Execo. Donc voilà, pour moi, ça c'est mes chantiers prioritaires d'aujourd'hui. D'avoir réussi à tenir toutes ces années avec des hauts et des bas, hein, ça c'est pas toujours facile, hein, parce que le problème des bénévoles c'est un problème récurrent. Mais malgré tout ça, on a réussi à tenir et à pérenniser l'association. Et ça, bon, moi, je trouve que c'est un sujet de fierté. Tout à fait. Et puis, dans la même continuité de ce que vient de dire Christian, le sujet de fierté, c'est d'aujourd'hui d'être reconnu par les détracteurs d'hier. Oui. Exemple premier, la mairie de Reims, qui nous foutait à la porte, qui voulait pas entendre parler de nous, qui maintenant, on a d'excellents rapports et qui est notre principal financeur, en fait. Localement. Parce qu'on a la DILCRA qui aujourd'hui nous soutient énormément, mais jusqu'à ce qu'on ait le déploiement du projet de centre, effectivement, la mairie était le principal financeur. Donc jusqu'en 2021. Et ça, indépendamment de l'étiquette politique. On a eu différentes étiquettes politiques à Reims et toutes nous ont soutenus, à part bien sûr les tout premiers qui voulaient pas entendre parler de nous. En 96, ouais. Mais effectivement, on peut le dire puisque c'est une donnée publique, le Rassemblement national et antérieurement le Front national est toujours opposé à l'octroi des financements au bénéfice d'Execo. Avec ce qui s'est passé récemment au niveau des élections et les inquiétudes et les questionnements que ça a pu soulever, c'est vrai qu'ils ne se sont jamais cachés, même en 2024, du fait qu'ils voulaient enlever les financements aux associations LGBTQIA+. Enfin voilà, c'est comme vous disiez, c'est assez public. C'est ça, exactement. C'est le sens de notre action, c'est le sens de notre existence, c'est-à-dire de réussir progressivement cette transformation de la société où nous participons à réduire les discriminations envers une communauté, puisque notre des personnes LGBTQ+. Merci d'avoir pensé à nous. Avec plaisir. Et puis, au plaisir d'un échange futur. Vous pouvez retrouver l'association Execo sur leur site internet execoreims.fr, sur leur page Facebook et leur compte Instagram, mais aussi par mail à contact@execo.lgbt et sur leur ligne d'écoute au 06 42 04 56 14. Merci à Christian Ruiz et à Samuel Tarsi d'avoir été les deux invités de cet épisode. Rendez-vous samedi 2 novembre pour le prochain épisode
de Nos lieux et nos luttes.